Ok, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, en ce jour férié, on a décidé de faire notre dernier live avec Forfoot. Pour ce dernier live aujourd'hui, je vais accueillir Alexandre Douma qui va nous présenter un petit peu ce qui se passe dans un nouveau sport. Ce nouveau sport dont on parlait effectivement, c'est justement le CrossFit. Donc, il va nous parler un petit peu des problématiques, des pathologies liées à ce nouveau sport. Tac, depuis le Bonjour à temps. tous. Alex, salut à toi. Salut, salut. Ravi de Bonjour à faire tous. de faire ce petit live avec toi. Depuis le temps qu'on parle de ce sport, depuis le temps que tu travailles, toi, sur la réflexion autour de ce sport et des pathologies que ça engendre. Et Oui, bah, c'est vrai que ben, ça commence à faire quelques années. Alors, c'est sûr que c'est encore un sport, comme tu disais, qui est relativement nouveau. Mais bon, au fur et à mesure, ça évolue tellement vite que faut pas louper le train, quoi. Donc, voilà, c'est toujours sympa de pouvoir partager avec toi et puis avec les autres podos, confrères, collègues, amis ou coachs qui peuvent être là aujourd'hui. Ou même lorsqu'on va dans différentes box, hein, on en a eu l'occasion d'y aller également. Donc, c'est toujours agréable de partager. Donc voilà. alors justement, Alex, toi, t'as un œil un petit peu nouveau par rapport à ça parce que évidemment, tu es crossfitter. T'as participé à pas mal de CrossFit Games notamment, et en tant que crossfitter, et aussi surtout en tant que soignant avec l'association Peu d'Oxygène. Tu travailles beaucoup avec un entraîneur, enfin qui a une box de CrossFit et qui réfléchit aussi autour de ça. Mais toi, tu as un œil un petit peu particulier parce que du coup, au niveau de ton parcours, je te laisserai te présenter, mais t'as plusieurs diplômes autour de ça et qui peuvent apporter pas mal d'explications à ce nouveau sport. Alors, effectivement, alors je rectifie juste une chose parce que tu as employé le mot participant à des CrossFit Games. Je n'aurais pas cette prétention-là, ni ce niveau-là, parce que les CrossFit Je voulais Games, on être, en parlera tout à l'heure, c'est je voulais du te mousser un peu. mais effectivement, bon, j'ai fait quelques qualifs. Voilà. De mon parcours, effectivement, bah, je suis podologue à la base. Et puis bah, après, j'ai fait une formation d'ostéopathe et conjointement, j'ai fait une formation de posturologie, posturopodie avec une éminente formation. Euh, et puis, bah, effectivement, d'un point de vue sportif, j'ai commencé par beaucoup de tennis, beaucoup de tennis. Je suis un petit peu touche à tout niveau sport. J'ai fait un peu de rugby, voilà, j'ai du golf, le parcours classique du tennisman. On passe au golf. Mais bon, voilà, le challenge du CrossFit m'a toujours interpellé parce que pour moi, ça part un petit peu dans la préparation physique. On y reviendra un petit peu. Et puis, et j'ai également suivi des cours de préparation physique avec toi l'année dernière à Dijon. Et c'est vrai que voilà, c'est un domaine où de plus en plus de prépa physique maintenant viennent se nourrir et parce qu'il y a des résultats derrière. Donc voilà, on va essayer de survoler un petit peu tout ça. Alors c'est sûr que on va pas faire un cours sur le CrossFit, on va pas apprendre à faire du CrossFit aujourd'hui. Mais voilà, ça va nous donner un petit aperçu de ce que nous on peut avoir en cabinet. Sur les compétitions, bah, c'est encore un petit peu autre chose. Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir accéder sur des compètes. Mais bon, la chance, c'est pas de la chance, hein, on la provoque, la chance, on va demander. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont accepté de nous recevoir avec Podox sur les Fittest Cup, sur les Best of the Box, à Amiens Throwdown. Voilà, c'est des grosses compètes. Il y a encore plus gros, bien évidemment. On y viendra après. Il faut, dans tous les cas, si ça vous intéresse, faut se bouger, il faut aller voir, quoi, hein. Il y a pas de secret, quoi. Impec, ça me rappelle un peu ce que nous avait dit un certain Jean-Philippe Viseux, notamment sur le fait qu'il faut se bouger pour aller sur le terrain. Effectivement, Ah, c'est ça, ça. c'est indéniable. Impec. Alors, tac, je te laisse un petit peu faire. Hop, je vais te laisser la main pour présenter justement. Voilà. Allez, je te laisse présenter ta Eh petite bien, c'est présentation. parti. Donc, juste petite chose, hein, si vous avez des questions, alors j'essaierai d'y répondre, bien sûr. C'est Gauthier qui me transmettra les questions. Si j'ai la réponse, je vous la donnerai. Si j'ai pas la réponse, bah, j'aurai pas la réponse. Donc, j'ai pas la science infuse à 100%. Donc, voilà, on est là pour partager. Et puis, c'est parti. D'accord? Donc, voilà, prise en charge du crossfitter en podologie et les pathologies du crossfitter. Donc, comme je vous expliquais, moi, je suis podo à la base. Je suis ostéo par la suite. Je m'intéresse beaucoup à tous les sports. Et effectivement, le CrossFit, bah, c'est un sport un petit peu qui est en pleine évolution, pleine explosion. Donc, on va repartir un petit peu
sur l'historique très rapide, mais bon, malgré tout, il faut passer par là pour avoir un petit peu connaissance de certaines choses. Voici le plan qu'on va essayer de développer. On a quand même relativement pas mal de choses à voir et dans un temps assez court. Donc, on va essayer d'avancer. Je remercie également toutes les personnes qui ont bien voulu me prêter leurs photos parce que effectivement, c'est toujours agréable d'avoir des bons modèles. Tu dois être dessus, non? Comment? Je suis dessus, oui. Tu dois être... Je ne suis pas dessus. Donc, j'ai voulu juste mettre cette petite dia là. D'accord, je la pose en point de départ parce qu'effectivement, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Ça, on en a tous conscience. Et puis, quand on a trop confiance en soi, à un moment donné, on commence à partir en cacahuète. Donc, j'espère ne pas avoir trop confiance en moi. En tout cas, j'essaye de garder la tête froide et puis toujours écouter les gens qui sont autour de moi pour voir un petit peu ce qui se passe. Et il faut, voilà, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut qu'on avance pour pouvoir être performant dans nos cabinets. Et voilà, ça, c'est une courbe qui s'adresse à tout le monde. Donc, prends qui veut. D'un point de vue historique, on va dérouler un petit peu, mais effectivement, c'est une activité, un sport qui date de 1970. Alors, vous verrez qu'effectivement, il y a des notions qui sont bien avant 1970, mais c'est Craig Glassman, c'est un gymnaste qui a mis ça en place avec sa femme dans leur garage. Alors, vous verrez qu'on parle de boxe, de garage gym. Effectivement, à la base, c'était dans un garage. Donc, beaucoup de puristes aiment travailler dans leur garage. Et ça date de 1970. Donc, en 1995, il y a eu le premier centre dédié à cette activité à Santa Cruz. C'est une activité qui vient des États-Unis. D'accord ? Voilà, ça s'est développé là-bas. Ça a beaucoup explosé avec les services de l'armée parce qu'il a commencé à former des policiers. Et puis, au fur et à mesure, ça a fait boule de neige. Hein. D'accord ? Et puis maintenant, c'est devenu une marque en 2001. Il y a une marque qui a été déposée, la marque CrossFit. Effectivement, c'est toutes les box que vous avez maintenant où il y a une appellation CrossFit, c'est des gens qui payent une redevance à la marque CrossFit pour pouvoir mettre cette appellation CrossFit et qui découle d'un certain enseignement, d'une certaine vision de la chose au niveau du CrossFit. Alors, c'est plus ou moins puriste, ça dépend un petit peu des affinités, des visions globales de chaque coach, mais effectivement, ça reste CrossFit. D'accord ? Alors, il y a plein de petites activités qui sont développées autour, le cross-training, les hits, il y a plein de choses. Voilà, on va parler CrossFit aujourd'hui. Donc, lancement du site CrossFit, c'est là où il y a toutes les petits WOD qu'on peut trouver. Et à partir de là, il va y avoir des compétitions officielles. Alors, on appelle ça les CrossFit Games. Au départ, il y avait des Ricains qui étaient qualifiés. Hein, ça s'est passé dans un ranch. C'était un petit peu... c'était vraiment les prémices. Donc, c'était vraiment... Il n'y avait pas de fioritude. Il n'y avait rien. C'était vraiment un peu à l'arrache. Il y avait 40 hommes, 20 femmes. Voilà. Et puis, c'était une compétition pour voir un petit peu qui était le plus fit. Et puis, ça s'est développé comme ça. Et au fur et à mesure, ça s'est développé énormément, quitte jusqu'à ce qu'il y ait un partenariat avec Reebok. Reebok s'est relancé énormément avec le CrossFit. Hein. Reebok était en perte de vitesse et sombrait progressivement devant d'autres marques. Et là, Reebok s'est relancé complètement grâce au CrossFit. Il est devenu sponsor officiel. En 2009, vu l'importance des CrossFit Games et le nombre de participants qui commençaient à y avoir dans toutes les salles, ils ont mis des phases de qualification pour ces CrossFit Games, qu'on a appelées les régionales. Et puis en 2010, ils ont vu qu'il y avait tellement de monde, ils ont mis encore un second tour de qualification. D'accord ? Et maintenant, pour se qualifier au régional ou au CrossFit Games, ça se passe par des vidéos. Donc, il y a un coach qui va valider les vidéos, il a un score qui est validé par un juge affilié. Voilà. Donc, ça, c'est les nombres de participants qu'on a pu avoir au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est exponentiel. Et cette année, en 2019, il y a eu 2 phases de CrossFit Games, enfin de qualification. Et on est arrivé quasiment à plus de 500 000 personnes. 500 000 personnes pour une compétition, c'est juste phénoménal. Phénoménal, c'est la plus grosse compétition mondiale. D'accord ? 500 000 personnes sur une compète, c'est du jamais vu. Il n'y a que ce sport-là qui fait qu'on arrive à réunir autant de personnes avec les mêmes mouvements, avec les mêmes choses. Okay ? Donc, c'est pour ça que c'est en pleine évolution et ça ne va faire que croître. Et on va venir pourquoi ça va croître encore et encore. On va revenir un petit peu en France parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Donc, en 2011, première salle de CrossFit. 2011. Okay.
2014, 50 box. Alors, on appelle ça des box en relation avec le garage gym. En 2015, 115, et au fur et à mesure, ça n'a fait qu'exploser. Aujourd'hui, il y a plus de 600 box et plus de 200 000 participants pratiquants de CrossFit. Alors, on appelle ça des crossfitters, des athlètes. Vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, ils pratiquent le CrossFit. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait aussi aujourd'hui, c'est de mettre en avant un sport qui quand même commence à poindre le bout de son nez. Et malgré tout, il faut mettre en avant les athlètes français qui se qualifient pour les Games parce qu'ils en chient grave. Donc, ça me fait plaisir de les mettre en avant. Donc, en 2016, on a Christian Galli qui a été le premier qualifié. Alors, Christian, c'est une perle. Voilà, c'est un nounours. Mais alors, quand vous le voyez faire des WODs, c'est juste hallucinant. Ensuite, en 2017, il y a 3 Français qui se sont qualifiés. Il y a Alexandre Jolivet, Christophe Bénard, Framboise Labatte. Et au fur et à mesure, ça n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, alors c'est des personnes qui se sont qualifiées dans des catégories de leur tranche d'âge, parce qu'effectivement, le CrossFit est scindé en tranches d'âge. Et au fur et à mesure, on arrive à ce qu'on appelle le niveau élite, mais c'est jusqu'à 39 ans, je crois. 35 ans. Donc là, il n'y a pas de différenciation de mouvement ni d'intensité. Voilà, on appelle ça les masters savants. En 2019, il y a 5 Français qui sont qualifiés. Willy Georges, Sabrina Caron, Carole Castellani en élite. En master, on avait Alexandre Jolivet, et Françoise Magnier, qui n'ont pas démérité. Ils ont été vraiment très performants. C'est compliqué, les CrossFit Games, c'est encore un cran au-dessus, donc forcément, c'est compliqué. Juste par rapport au nombre de licenciés, voilà, je vous ai mis un petit peu le comparatif. Pour une compétition, le CrossFit, il arrive à rapprocher plus de 500 000 personnes. D'accord ? Il n'y a pas de fédération de CrossFit, donc il n'y a pas de licenciés CrossFit. Mais 500 000 personnes pour des qualifications au CrossFit Games, ça veut dire qu'il y en a plein qui ne le font pas. Ça veut dire qu'il y en a au moins, la fâche cassée de l'iceberg, c'est au moins les 2 tiers. Okay ? Donc, on est sur un pourcentage qui se rapproche du million de pratiquants. Voilà, il faut vraiment avoir ça en tête. Et en France, ça se développe énormément. Vous y avez peut-être touché un peu du doigt, parce qu'avec le confinement, tout le monde a dit il faut faire du sport, mais on n'a pas le droit de courir. Donc, il y a plein de petites applications, petits tutos qui se sont mis sur YouTube avec des burpees, des pompes, des squats. Voilà. Donc, ça fait partie aussi du CrossFit parce que c'est du poids de corps. On va y venir après. Okay ? Voilà la petite photo de nos Frenchies. On voit en bas à droite Christophe, Alexandre, Framboise. Juste au-dessus, on voit Christian. Sabrina qui est ici avec le drapeau français. Avec son unif. Voilà. Alors, en bas à gauche, on a un mythe des Games, Rich Froning, qui est vraiment une tronche. Alors maintenant, il a passé la main à un autre, Fraser. Mais bon, voilà. En haut à droite, on a Willy Georges avec Carole. Voilà. C'est un petit peu les Frenchies qui sont qualifiés aux Games. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça me fait plaisir aussi de les mettre aussi à l'honneur. Ça, d'ailleurs, tu as un petit message de Mathieu Soulza qui dit que tu as Fraser qui te regarde. C'est vrai. Puis là, alors là, je suis aux anges. Petit article du Monde qui date de 2018. Alors, 2018, c'est loin pour le CrossFit. Mais malgré tout, c'est rare qu'un journal un petit peu comme Le Monde fasse un article là-dessus et montre un petit peu l'estimation du nombre de pratiquants. Donc, en 2018, ils estimaient à 5 millions le nombre de pratiquants. 5 millions. C'est énorme. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on va avoir notre place aussi à jouer et on va voir un petit peu comme ça. Pourquoi ? Donc, le CrossFit, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été créé par Greg Glassman en 70. Ça vient des États-Unis. C'est une activité qui n'a de cesse de se développer en France comme ailleurs. C'est un mélange de cardio-training, d'haltérophilie, de gym. Le but, en fait, c'est de pouvoir être le mieux possible dans la vie de tous les jours. Okay ? C'est vraiment être la meilleure version de soi. D'accord ? Et effectivement, cela demande beaucoup d'énergie parce qu'en fait, ça ne fait travailler que des chaînes musculaires. Ça ne fait pas travailler de muscles de façon isolée, comme on peut le voir en musculation. Parfois, on fait des crunchs, on fait des abdos. Voilà. Au CrossFit, on ne fait pas ça. On fait vraiment travailler des chaînes musculaires. Alors ça, c'était en 70. Mais regardez, en 1867, il y en avait un. Alors, vous ne regardez pas la photo parce qu'elle est un peu chelou. Mais en 1867, il y a un mec qui s'appelle Duchesne de Boulogne qui disait déjà que les contractions musculaires isolées ne sont pas dans la nature. Okay ? Donc, effectivement, la muscu, c'est sympa. Moi, j'en ai fait aussi. Et on
on a des biais avec la muscu parce que on n'a pas de chaîne musculaire. Si on fait des biceps, si on fait des cuisses, on isole un muscle, ce qui n'est pas possible parce qu'il y a forcément d'autres muscles qui travaillent. Donc le CrossFit, ça ne fait travailler que des chaînes musculaires. Et c'est ça qui est intéressant parce que d'une part, ça dépense beaucoup d'énergie. Donc une fois qu'on a fait ça, on est un peu rétamé. Mais ça, d'un point de vue postural, c'est top. On va présenter un petit peu rapidement une box de CrossFit. Donc ça, c'est la box de CrossFit dans laquelle je vais, CrossFit Nemesis. Coucou Loïc, si tu es là. Loïc, c'est le coach chef. Hein. Donc voilà, une box de CrossFit, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des différentes zones de travail. On va avoir alors, ce qui est beige, ce sont des plateformes d'haltérophilie. L'haltérophilie, demande une surface d'appui, un ancrage très important au niveau du sol. Donc on va avoir des surfaces qui vont être très dures pour ne pas s'enfoncer, d'accord, perdre le moins d'énergie possible pour restituer cette énergie dans le développement de la barre. Okay. On va avoir, vous avez des rameurs qui sont au fond, vous avez un skieur, donc le skieur, ça s'apparente un petit peu au mouvement du ski de fond. Vous avez les barres d'haltérophilie qui sont de 20 kg pour les hommes et 15 kg pour les femmes, auxquels on vient ajouter les bumpers. Les bumpers, ce sont les poids, les plates, comme on appelle ça comme on veut. On en voit un jaune et un bleu qui sont sur la partie verte au milieu. La partie verte, c'est du gazon synthétique sur lequel on peut pousser des choses. On appelle ça un sled. Ça s'apparente à un chariot où plus on va mettre de poids dessus, plus il va y avoir une force de frottement importante et du coup, plus l'effort va être important. Les grands mâts que vous voyez au milieu s'appellent des racks. C'est là où on va faire plus de gym. Donc la gym, ça va être les tractions, les chest to bar, les muscle up. En gros, on va pouvoir aussi poser les barres pour commencer à faire des poids assez importants pour les squats, les front squats. Voilà. Et derrière, vous avez des petites boules multicolores, des kettlebells. Donc en fonction des couleurs, il y a des poids qui sont plus ou moins importants. Plus on est haut, moins c'est lourd. Plus on est bas à droite, plus c'est lourd. Les kettlebells, ça se décline dans tous les poids. Il y en a maintenant qui sont un petit peu assez farfelus. Et je reviens juste à droite, vous avez des petits carrés blancs, c'est les box jumps. Des box jumps, c'est des boîtes en bois sur lesquelles on va faire des sauts. Je sais que certains affectionnent ça. Hein. Je pense à Sandra qui affectionne particulièrement les box jumps. Voilà. Et ça sert aussi pour adapter certains mouvements. Okay, quand on n'a pas la capacité de faire des tractions, je pense à un pote là, qui a découvert le CrossFit, Thomas. Les tractions, c'est pas son fort. Pourtant, le mec, il est super endurant, il fait du squash, voilà. Mais le traction, c'est pas son fort. Donc, il a pris des box jumps pour s'aider un petit peu. Un partout. Voilà. On développe un petit peu. Ça. Ah oui, un point important, j'ai voulu le marquer, mais c'est pour rigoler. Hein, mais il n'y a pas de glace dans les salles de CrossFit. En gros, on s'en fout de l'apparence. L'apparence, c'est subjectif, il n'y a pas de jugement. On fera toujours mieux que celui qui reste assis dans son canapé. Et voilà. Donc, il y a des gros, des moins gros, des fit, des moins fit. Si on a envie de se mettre torse-poil, on se met torse-poil. Et il n'y a pas de jugement. Voilà. Ça, c'est important dans le CrossFit. Okay, je vous parlais du matériel. Donc, en haut à gauche, le sled avec les poids, les bumpers, les barres. Alors, effectivement, on a aussi des roues tracteurs. Ça, c'est assez sympa. En bas à droite, vous avez ce qu'on appelle un wall ball. C'est des poids, des gros medicine balls, en gros, hein, qui se déclinent en plusieurs poids et qu'on doit lancer à une certaine hauteur avec un squat. Voilà. Vous avez aussi des sandbags. Enfin, voilà. Le matériel CrossFit se décline vraiment de toutes les sortes. On a des cordes à sauter. On a vraiment tout ce qui peut servir à faire un effort, en fait, est le bienvenu dans une box de CrossFit. Voilà. Alors, tout ça amène un petit peu à différentes choses et l'important pour moi, c'est effectivement dans le CrossFit, on appelle ça une communauté. La communauté de CrossFit, ça fait un petit peu sectaire parfois pour ceux qui n'y connaissent rien. Parfois, il y en a certains qui vont dans les extrêmes et qui ont tendance à se désociabiliser un petit peu. Oui, ça peut arriver. Quand on commence à se lancer un petit peu dans le CrossFit et à voir un petit peu ce qui tourne autour et pourquoi on peut pratiquer correctement, on s'aperçoit que on ne fait pas la bringue tous les soirs, on ne se met pas minable tous les soirs si on veut faire un peu de CrossFit le lendemain, parce que sinon, on n'y arrive pas. Mais malgré tout, le CrossFit, ce qui est sympa, c'est que c'est adapté pour tous les niveaux. Donc, il y a des adaptations de mouvement, de charge. Tout le monde fait la même chose. Et ça, c'est un point qui est important, c'est que du plus fort au moins fort d'une salle de CrossFit, on va faire la même chose. Alors oui, il va y avoir des poids différents, oui, il va y avoir peut-être des adaptations de mouvement, mais on fait tous la même chose et on en chie tous ensemble. Et on s'encourage. C'est un challenge global. C'est le dernier qui craque. Voilà, et en ça, il y a une action qui est psychologique aussi derrière, c'est-à-dire que le CrossFit, on sait que d'un point de vue confiance en soi,
faire des choses qui sont difficiles et les terminer, bah, c'est une action de valorisation pour soi-même. Donc, à chaque fois qu'on sort d'une séance de CrossFit, généralement, on sort un peu grandi. Voilà, on est content de soi. On a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui et c'est ça l'important. D'accord ? On parle du 1RM du jour. Voilà, c'est parfois. Le crossfitter, le crossfitter, c'est un peu monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde, ça va du dirigeant d'entreprise à l'ouvrier. Ça peut être quelqu'un qui est très compétiteur, un petit peu comme moi, qui est athlète de haut niveau. Alors là, la dernière fois, on a eu Alex Gély qui a fait une intervention sur l'apnée. Je sais qu'il a une de ses patientes, si je me permets de la nommer, elle m'en voudra, j'espère pas, mais Alice Modolo qui fait du crossfit dans sa préparation pour l'apnée. Là, on voit en ce moment Teddy Riner qui s'entraîne avec du crossfit. Ils ont tous des modules crossfit un petit peu dans leurs entraînements maintenant, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est une approche qui est vraiment très, très intéressante. Alors, ça peut être aussi des gens qui sont en reprise de sport, une reconversion sportive, comme moi, je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai un peu touché à tout. Là, je me mets au crossfit et je trouve mon compte. Et puis, il y a certaines box aussi, et il ne faut pas le nier, qui axent un petit peu leur communication sur la perte de poids, parce qu'effectivement, le crossfit, fait perdre du poids. Parce que, justement, comme on disait tout à l'heure, il y a une dépense d'énergie qui est très importante. Alors, il ne faut pas oublier que le muscle pèse plus lourd que le gras, donc à un moment donné, ça s'équilibre. Mais voilà, on perd du poids. Préparation pour un événement sportif ou autre chose. Quelqu'un qui aime les défis. Il y a beaucoup d'anciens musculeux. Les anciens musculeux, c'est qui faisaient de la compète, qui faisaient de la musculation. Donc, ils arrivent un petit peu avec leurs biais, leurs idées aussi très préconçues du CrossFit. Les haltérophiles aussi se mettent au CrossFit. Voilà, il y a un regain de licenciés en haltérophilie grâce au CrossFit. Et puis, il y a 2 items que je n'ai pas notés et que je tiens quand même à les citer parce que c'est super important. Il y a des coachs qui développent aussi le CrossFit pour les bambins, pour les enfants. Donc, je pense à Sophie, qui a développé le CrossFit à l'école. Voilà, ça, c'est génial. Et puis, il y a d'autres coachs qui développent, on le voit sur certaines vidéos, du CrossFit pour nos anciens. Et effectivement, on sait que pour qu'un ancien, alors un ancien, vous mettez ancien à partir de l'âge que vous voulez, ça peu importe, mais pour qu'un ancien tienne debout, il faut qu'il ait des muscles, sinon il se casse la gueule tout le temps. D'accord ? Alors, c'est bien de faire des sudoku, mais ça ne nous fait pas avancer, ça ne nous fait pas marcher. Au contraire, on sait qu'il faut de l'activité physique pour justement rester debout. Un sac vide, ça ne tient pas debout. D'accord ? Donc, voilà, ça, il faut l'avoir en tête. Donc, effectivement, ça touche toutes les tranches d'âge. Et ça, on va avoir des patients qui vont arriver de toutes les tranches d'âge. Alors, le CrossFit, initialement, ce n'est pas un sport. C'est une méthode de remise en forme. C'est être la meilleure version de soi-même du jour. Et c'est une méthode d'entraînement croisé. Voilà, ça, c'est le CrossFit. Okay ? Donc, en fonction des salles de sport dans lesquelles vous allez aller, soit on va rester très puriste dans cette zone, dans cette vision-là, où effectivement, on va pouvoir tendance à développer certains WOD, certains modules pour les crossfitters qui ont envie de compétition, qui ont envie de challenge, parce que maintenant, il y a des compétitions qui se développent un petit peu dans tous les week-ends. Dans chaque box, il y a des petites compétitions amateurs. Alors, on est bien d'accord, les compétitions, c'est toujours de l'amateurisme. Amateurisme, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent, où il y a des lots, des choses comme ça, mais c'est vraiment pour se dépasser, c'est se challenger en permanence. Et du coup, le CrossFit, on parle d'endurance de force dans le CrossFit, mais c'est pousser les athlètes dans leur retranchement. Et effectivement, on sait qu'au fur et à mesure, là, lorsqu'on suivait le module à Dijon l'année dernière, les prépas physiques nous disaient que la force était un petit peu la base de tout. C'est-à-dire que la force va développer la vitesse, on va être plus résistant sur la longueur, ou en fonction de quel item on va modifier. Gauthier, tu peux éventuellement intervenir là-dessus si tu as d'autres points. Mais effectivement, la force, si on privilégie plus de vitesse, on va être plus explosif. On va pouvoir faire une capacité de reproduire un mouvement plus rapide. Donc là, en fonction de ce qu'on va pouvoir faire en CrossFit, il y a des mouvements sur lesquels nous, on sera plus ou moins à l'aise parce qu'on aura un historique plus d'un côté ou de l'autre. Effectivement, je te rejoins là-dessus. Je te permets de rebondir justement. Effectivement, l'objectif, c'était de replacer un petit peu comme certains appellent ça l'inversion des pyramides, c'est-à-dire qu'on va replacer un petit peu la notion de force au centre et à la base du renforcement musculaire, ce qui va nous permettre de développer plusieurs facteurs en fonction évidemment du coach et en fonction des exercices qu'on va mettre en place.
On peut partir soit dans un sens où on va développer la force versus la vitesse et les profils force-vitesse pour aller vers des notions justement, comme tu l'as dit, d'explosivité, de réactivité. Ou alors, on peut aller vers des notions un peu plus de résistance parce qu'on va plutôt développer de la force avec ce qu'on appelle effectivement, comme tu l'as dit, des capacités d'endurance de force. Et là, après, on va… Alors, pourquoi replacer la force ? Au centre de tout ça, c'est juste, en fait, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce qu'on pourrait tenir pendant un bon moment parce que, pareil, j'adore ça également. Mais on va rentrer un petit peu plus dans la myotypologie et dans les différents facteurs de facilité au niveau des différenciations de la myotypologie. Voilà. Mais un petit peu, pour faire simple, effectivement, ça replace un petit peu la force et notamment pour ne pas citer JB Morin qui avait replacé un petit peu les exercices, entre autres, d'haltérophilie au centre d'exercices de coordination musculaire par rapport à la gestuelle technique qu'on a effectuée, les exercices d'haltérophilie pour se renforcer en préparation d'autres sports derrière. On parle de préparation physique généralisée, effectivement. Merci Gauthier. Donc là, je vous ai juste mis une petite infographie que j'ai entre guillemets empruntée à Monsieur Alimi, Anthony, qui montre un petit peu que plus on sollicite les structures, les muscles, les os, plus ils deviennent forts, les cartilages, plus ça devient fort. Et même quand c'est des enfants, et ça, il faut bien l'avoir en tête, il y a des études qui montrent que plus on sollicite une structure, et ça ne va pas empêcher la croissance, d'accord ? Les études le montrent. Alors effectivement, vous allez me dire, ouais, les baskets, ils sont tous au basket, ils sont tous grands, à la gym, ils sont tous petits. Bah oui, c'est parce que c'est comme ça. Il y a des gymnastes qui sont un peu plus sveltes et grands, mais voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, les études montrent que plus on sollicite une structure, plus elle devient forte. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. D'accord ? Alors, je balaye un petit peu le lexique parce que le lexique, ça nous vient des États-Unis. Donc, aux États-Unis, ils parlent tous british. Donc, effectivement, la dernière fois, je voyais une personne, un contact, qui me dit ouais, tu mets des petits words, mais tout est en anglais, tu ne peux pas parler français. Donc, tout est en anglais. Donc, il faut s'adapter. On ne va pas développer chaque item parce qu'effectivement, là, on va surtout parler CrossFit et ce qui nous intéresse pour la pratique en cabinet. Mais il faut quand même qu'on ait conscience que le CrossFit, c'est ça. C'est de la souplesse, de la gymnastique, du cardio-training, du poids de corps, de la force athlétique, de l'haltérophilie. Et c'est ça qui fait le CrossFit. Et dans le CrossFit, après, pour chaque item, on va avoir tous les mouvements qui vont en découler. Alors, j'ai rectifié, j'ai mis les couleurs. Mais voilà, tout ça, ce sont des mouvements qu'on va pouvoir faire. Alors, on ne les fait pas tous sur une journée, on ne les fait pas tous sur une heure. Chaque coach va décider de ce qu'il va faire dans la journée et par rapport à sa programmation. Mais voilà, tout ça, c'est le CrossFit. D'accord ? Et voilà, le CrossFit en image, parce que je vous ai mis des mots, donc poids de corps, une box jump, la gymnastique, les anneaux, l'haltérophilie en haut, en bas, cardio, la force athlétique, le cardio, le running. Alors quand vous parlez running à un crossfitter, ils vont regarder un petit peu bizarre, parce que c'est pas sa tasse de thé. Lui, il préfère faire du rameur ou du skieur. Mais maintenant, il y a de plus en plus de compétitions où on voit des trails de 5 km. Alors, 5 km pour des ultra-trailers, c'est l'échauffement, c'est ridicule. Mais pour un crossfitter, c'est juste le début d'une série, d'un week-end de WOD. Et voilà, donc c'est pas forcément ce que les crossfitters privilégient, même si ça commence à se développer, on en parlera avec les chaussures. On va aborder les biais du CrossFit, qui me semblent importants aussi. Alors, les biais du CrossFit, c'est le CrossFit lui-même, parce que ça paraît tellement simple à effectuer qu'on se dit, c'est ridicule. Et puis, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. La genèse de son sport, parce qu'effectivement, là, je vais directement enchaîner avec les vidéos YouTube. Quand vous parlez CrossFit à quelqu'un, la première chose qu'il va faire, c'est aller voir des vidéos YouTube de CrossFit. Et alors là, il pleure, parce qu'il voit des CrossFit Games, des CrossFitters, des CrossFitteuses, qui ne sont que des professionnels de ce sport. Des crossfitters et des crossfitteuses, c'est tanké. Voilà. C'est pas le monsieur et madame tout le monde que vous croisez dans les box, qui est un petit peu bidonnant, qui est un petit peu grassouillet. C'est pas le monsieur et madame tout le monde de tous les jours. Pourquoi j'ai dit grassouillet, c'est pas moi ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas le crossfitter qu'on voit dans les vidéos YouTube. Les études, il y en a qui sortent. C'est jeune, donc c'est effectivement un des biais du CrossFit. Sa méconnaissance. Alors ça, c'est un des points phares du biais du CrossFit, c'est que le corps médical ne connaît pas le CrossFit. Ne connaît pas le CrossFit, ne connaît pas le mouvement du CrossFit, ne connaît pas les mouvements du CrossFit, ne connaît pas l'intérêt du CrossFit. Il
très peu de choses qui connaissent là-dessus. Et quand vous dites à un médecin ou à un kiné qui n'est pas dedans, ou à un ostéo qui n'est pas dedans, ou à quelqu'un du corps médical ou paramédical qui n'est pas dans le CrossFit, il vous regarde avec des yeux en disant « mais c'est pas possible, c'est pas un sport, c'est pas une activité qui est correcte ». D'accord? Donc effectivement, ça fait partie des biais du CrossFit, c'est sa méconnaissance et les vidéos. À mon sens, c'est la plus grosse chose. Les compétitions un petit peu. Et un biais particulier, c'est son addiction. Parce que dans le CrossFit, il n'y a pas d'échec ou peu d'échecs. Donc en fait, quelqu'un qui intervient, quelqu'un qui fait du CrossFit va avoir toujours tendance à en faire plus et plus et plus encore parce qu'il voit qu'il n'y a pas d'échec. Et c'est ça qui est intéressant, mais il faut y faire attention aussi parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Un coach va toujours prendre les mesures qu'il faut pour ne pas mettre une barre avec 40 kg au-dessus des épaules pour quelqu'un qui débute. 40 kg, je vous assure que c'est lourd quand on doit faire 30 ou 40 répétitions. D'accord ? Donc, il faut faire attention. Donc, on commence avec un PVC, un bâton en bois, un manche en balai. Voilà. Il y a toujours une déclinaison de toute la technicité. On va y venir après. Et puis, un point, mais bon, ça, c'est dans tous les sports. Hein. Le manque de contrôle antidopage, effectivement, il y en a beaucoup qui vont dire ils sont tous tankés, les gars. Les nanas, elles picolent pas que de l'eau, hein, c'est pas possible. Voilà. On n'en sait rien. Le fait est que c'est des gens qui s'entraînent 2 à 3 fois dans la journée. Donc, effectivement, 2 à 3 fois dans la journée, celui qui reste dans son canapé toute la journée et qui muscle juste son pouce, ça va lui sembler bizarre d'avoir des mecs qui sont tankés en face de lui. Okay. Justement, j'ai une question pour toi, Alex, là-dessus, sur le CrossFit. Une question de Hélène qui nous parle du CrossFit versus les douleurs lombaires. Justement, oui. Est-ce que c'est compatible? Alors, il y en a beaucoup qui ont déjà répondu. Je suis entièrement d'accord avec eux. Tac, je fais apparaître la question. Comme ça, tu la vois. Alors, quel est ton point de vue, justement, par rapport, en plus, en tant qu'ostéo? Alors, quel est ton point de vue? Si tu veux bien, Hélène, je ne vais pas répondre dans l'immédiat tout de suite, mais je clique juste sur un bouton et on arrive à l'épidémiologie. Parfait. Mais quelle transition. Merci, Hélène, de ta collaboration. Voilà, donc ça, c'est des chiffres que je sors d'une petite étude que j'ai faite. Grâce à l'aide de nombreux crossfitters et crossfitteuses que je les connais pas tous. Ils ont bien voulu jouer à ce petit jeu de mon étude. Et donc, on voit qu'effectivement, alors, les chiffres ne sont pas spécifiques de l'homme ou de la femme. Hein. J'ai essayé de prendre deux personnages pour que le 50-50 soit respecté, parce qu'on est dans la société du 50-50, il ne faut pas l'oublier. Donc, on peut trouver, c'est des chiffres qui, voilà, c'est hommes et femmes. Okay, donc, effectivement, 33% de lombalgique, mais c'est pas une, comment dire, on va voir que la lombalgie en soi, c'est pas forcément provoqué par le CrossFit. D'accord, on voit que tendinopathie du long biceps, 23%. Pour les podologues qui peuvent regarder le live, je pense qu'ils peuvent se reconnaître sans forcément faire du CrossFit. À force de tenir une pince, de manipuler, il y a des podologues qui tapent des tendinopathies du long biceps. Voilà, ça, c'est des pourcentages de pathologies que j'ai pu retrouver, qui m'ont été remontés. Okay, donc, effectivement, on voit qu'il y a lux rigidus, on a entorse, flicten, tendinopathie patellaire, syndrome du TFL, blocage sacro-iliaque, dorsalgie, on n'a pas tant que ça. Au niveau de l'épaule, biceps, oui. Cervicalgie aussi, dysfonction poignet. Pathologie de la ceinture scapulaire, ça, oui, 15%. Voilà. Donc, on a pas mal de chiffres, mais ce n'est pas des chiffres qui sont vraiment très importants. Mis à part un, c'est les flicten au niveau de la main, parce que vous comprendrez que lorsqu'on fait des tractions, qu'on a 180 tractions à faire à un moment donné, les mains, elles commencent à souffrir. Donc, je vais répondre à ta question, Hélène, par rapport à ça, mais je la mets de côté. Si je n'y réponds pas, je souhaite que tu me ressollicites là-dessus si je la zappe. Mais je l'ai bien gardé dans ma tête, mais je voudrais y revenir juste après. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est des chiffres que j'ai un petit peu fait là, il y a peu de temps. C'est une étude qui est en cours. Hein. Donc, effectivement, lorsqu'on fait du CrossFit, on peut faire, si on a des lombalgies, j'y réponds tout de suite, pour moi, si on a des lombalgies, la pratique du CrossFit n'est pas à mettre de côté. Quelle que soit la pathologie, la pratique du CrossFit n'est pas à mettre de côté. D'accord ? On va y venir parce que les adaptations, le coach est capable d'adapter les mouvements pour que tu puisses faire des mouvements sans avoir mal. Et surtout, il faut bien avoir conscience qu'il faut trouver la cause de ta lombalgie. Les causes des lombalgies, elles sont multiples et variées.
Alors là, effectivement, on voit des athlètes avec des barres de poids 140, 150. Et si tu commences le CrossFit et si tu le fais correctement, on ne va pas te faire commencer avec une barre de 140 kg. Tu vas commencer avec une barre de 15, même peut-être avec une barre de 10 ou avec un PVC. D'accord ? Mais ça va te faire prendre conscience qu'il y a une technique à adopter pour la pratique du CrossFit. Le CrossFit, c'est une technicité. On va l'aborder après. Et je sais qu'il y a des puristes de la technicité que je valide, bien évidemment, mais il y a aussi autre chose à côté. D'accord ? Donc, voilà. Quels sont les moyens pour prendre en charge nos patients quand ils arrivent en cabinet ou quand on les voit sur le terrain? Pour moi, le point important, c'est connaître le geste sportif. Quel que soit le sport, c'est connaître le geste sportif. Je le redis encore une fois, c'est connaître le geste sportif. Si on ne connaît pas le geste sportif, on passe à côté. Ce n'est pas possible de traiter un patient si le geste sportif n'est pas connu dans nos têtes. Donc là, il y a deux types de prise en charge. Il y a la prise en charge en cabinet et la prise en charge sur le terrain. Mais dans les deux cas, je leur dis, il faut connaître le geste. Parce que si le mec, il arrive ou la nana, elle arrive en disant, j'ai fait des muscle-up et je me suis blessé, c'est mal. C'est-à-dire que là, on va pas pouvoir savoir d'où vient le problème. Et pour traiter quelqu'un, il faut toujours avoir l'entrée principale. Si on n'a pas l'entrée principale et qu'on traite la sortie du problème, on passera à côté. Alors oui, on va soulager, mais alors il faut que je mette mon téléphone en silencieux, désolé. Si on traite la sortie du problème, oui, ça va soulager, mais ça ne traitera pas le problème. D'accord ? Donc ça, c'est pour tous les problèmes. La prise en charge en cabinet, elle passe comme ça. Alors ça, c'est mon approche, d'accord ? Mais j'ai essayé de mettre la plus globale. Donc l'interrogatoire est très important. Le bilan est très important. Le testing, il est propre à chacun. Donc moi, j'ai une formation ostéo et posturo. Donc effectivement, je ne renie pas tout ce que j'ai fait avant, mais malgré tout, je m'oriente de plus en plus vers la posturologie parce qu'on sait que pour l'intérêt de la posturologie, c'est quand même de mettre un sujet qui est face à nous au maximum dans sa stabilité. D'accord ? Il faut que le patient soit stable. Et qu'un patient soit stable, un patient stable se blessera moins, il dépensera moins d'énergie pour s'équilibrer, et donc ses muscles, le tonus musculaire sera équilibré. D'accord ? Donc pour moi, la posturologie est indéniablement indispensable. Maintenant, on a tout un tas d'autres approches. Je vous ai mis les tests que j'utilise, mais on a aussi les tests mécaniques, il ne faut pas les mettre de côté. D'accord ? Les préférences motrices, on va y revenir juste après, mais ça me paraît être indispensable également si on veut avoir du patient sportif. Aérien, terrien, chez Volodalen, SNTF avec sa action type, voilà, comme vous voulez. J'ai pas d'action ni chez l'un ni chez l'autre. Les chaînes GDS. Alors, je n'ai pas fait de chaîne GDS. Je l'ai marqué parce que effectivement, ça me paraît être une approche aussi intéressante pour le monde sportif. Et puis après, il faut voir la cinétique. Alors, cinétique, vous avez tout ce qui peut faire de la cinétique en cabinet, hein, mais l'analyse du geste sportif est très importante. La statique sur plateforme, on peut l'utiliser. Moi, je l'utilise aussi pas mal. D'accord ? Ça ne me donne pas tout, mais ça me donne aussi des points d'entrée que je ne peux pas forcément voir sans cet appareil. Et puis après, c'est le manuel. Donc, des tests, du testing. Notre main est un moyen de voir aussi ce qui se passe aussi en dessous. D'accord ? Il faut bien l'avoir en tête. Le traitement, qu'il soit thérapie manuelle, ostéopathique, thérapie tapping, les conseils de renforcement selon sa préférence. Les conseils, c'est indispensable. Et c'est pour ça qu'il faut connaître le mouvement, il faut connaître la gestuelle, les semelles, les soins. Je vous rappelle que parfois, un patient qui marche de travers juste parce qu'il a un petit corps, on lui enlève son corps, c'est quand même sympa qu'il puisse remarcher droit. Okay ? C'est de la posturologie aussi, ça. Hein, okay ? Pour ceux qui émettent des doutes sur la posturologie. Alors, j'ai fait un petit onglet aussi pour les ostéos, parce qu'effectivement, il y a peut-être des ostéos ou d'autres praticiens, des thérapeutes manuels. Je sais que, alors je suis tout seul en tant que podo ostéo aujourd'hui à parler. On a eu une question sur le groupe. Pourquoi il n'y a pas de kiné ? Oui, pourquoi il n'y a pas de kiné ? C'est vrai, c'est une question. Alors, j'ai une réponse. Je vais la donner juste après. Juste après. Mon père est kiné, hein, donc je sais à peu près comment fonctionnent les kinés. Je sais qu'ils font du très bon travail. Maintenant, voilà, j'aurai ma réponse. Donc, pour les ostéos, c'est pareil, connaître le geste sportif, le bilan, le testing. Et puis, il y a le bilan, le testing analytique, sensoriel, émotionnel. Ça, c'est
c'est important. D'accord ? On ne peut pas mettre le côté émotionnel de côté. Et travailler sur l'entrée du problème. Toujours. Il y a beaucoup d'ostéos qui disent « Ouais, moi, je suis posturologue aussi ». Alors moi, dans mon cursus ostéopathique, on ne m'a jamais parlé de posturologie. On m'a dit les posturologues, c'est des podologues. Ok. Bah, j'ai eu le manque de tact de dire que la posturologie, ça devrait être ouvert à tous les praticiens de santé. Enfin, tous les praticiens de santé devraient être formés à la posturologie. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Ça plaît pas, c'est vrai. Et par contre, indispensable, c'est 48 heures minimum de stop après la consulte. Parce que si vous solutionnez le problème du patient, du crossfitter qui arrive, et puis 48 heures après, enfin, 1 heure après, il va faire sa séance de crossfit, bah, c'est mort, vous n'aurez rien fait. D'accord ? Pour l'approche en podologie, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, il y a un temps de latence entre la remise des semelles. Parfois, la remise des semelles se fait dans la foulée. Il faut toujours préconiser un temps avant la reprise du sport et dans tous les cas, ça se fait par étapes. On ne peut pas repartir comme si on n'avait rien eu. Mais on va y venir un petit peu à ça. D'abord, la prise en charge sur le terrain, qui est un petit peu différente parce que là, on n'est pas en cabinet, hein, c'est le principe. On est sur les compétitions principalement, donc il y a un interrogatoire qui est relativement rapide. Généralement, c'est entre 2 WOD. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est éliminer les red flags. Les red flags, c'est est-ce que le patient il peut continuer ou est-ce qu'il ne peut pas continuer. Voilà. Donc s'il ne peut pas continuer, on oriente vers le staff médical, c'est les pompiers ou l'abandon. D'accord ? On a déjà eu sur les compétitions des personnes qu'on a envoyées directement chez les pompiers. C'est rare qu'il y ait des médecins qui soient sur les compètes. Il y a des kinés, il y a des ostéos, il y a des podos. Alors nous, j'ai la chance de pouvoir y accéder grâce à Podox. Mais voilà, il faut toujours que ça reste dans notre domaine de compétences. On ne peut pas se mettre à la place des gens. C'est pas possible. Donc sur les compètes, on va pouvoir faire du soin. D'accord ? Soin de Flickten. S'il y a un petit corps, on l'enlève. Thérapie manuelle, beaucoup. La thérapie taping, ça, on en pose énormément. Les athlètes de CrossFit, ils s'en posent tout seuls. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils s'en posent bien. Ça, c'est un autre débat. Mais ils s'en posent. Okay ? Donc, c'est qu'il y a un intérêt. Généralement, on le pose mieux que eux parce qu'on est formé. D'accord ? On évite de regarder les tutos YouTube. Okay ? Il y a plein d'organismes de formation pour le tape qui sont superbes. Donc, on essaie de se former. Et puis, après, on oriente. D'accord ? Orientation vers le podologue, ostéopathe, kiné. Je ne suis pas contre les kinés, vous avez vu. Mais voilà, on oriente. Parce qu'effectivement, sur la compète, la seule chose que le crossfitter va vouloir faire, c'est terminer sa compétition. D'accord ? Terminer sa compétition. Le mec, il ne peut pas marcher où il boite, où il a des ampoules sanguinolentes sur les mains, il s'en fout, il va vouloir terminer sa compétition. Okay ? Mais par contre, après, il faut orienter correctement. Voilà. Donc ça, c'est notre prise en charge sur le terrain. Comme dans tous les autres sports, quand on est sur du trail, voilà. Alors justement, Alex, là, j'ai une question aussi, pendant qu'on y est, tant qu'à faire, j'avais une question sur l'intérêt du à ce niveau-là. Bon, je pense que c'est une formation complète que tu peux donner. L'intérêt du tape. Oui, l'intérêt du tape. Je pense que on peut faire toute une formation là-dessus, mais toute une formation là-dessus. Alors, la personne qui pose la question est formée en tape ou pas ? Parce que attends, j'arrive pas. Tac, c'est bon. Je t'affiche la question. Je continue un petit peu, je reviendrai sur la question. Voilà. Tac, je l'affiche. Vous utilisez fréquemment le taping, donc quel intérêt ? Alors, j'utilise fréquemment le taping, c'est pas que j'utilise fréquemment, c'est qu'à chaque fois que j'ai un athlète qui vient sur les compétitions, il repart après ma prise en charge avec du tape. Pourquoi ? Parce que la thérapie manuelle va tenir un certain temps. Comme je vous l'ai dit, normalement, la thérapie manuelle, c'est 48 heures sans effort sportif derrière. Et le tape va avoir une action sur la peau, sur les organes qui sont situés en dessous, sur les muscles, sur les nerfs, sur les fascias, sur la circulation, puisque le principe du tape, c'est de favoriser la microcirculation et de drainer une inflammation potentielle et de jouer sur la fatigabilité. D'accord ? On ne parle pas de dopage, mais de jouer sur la fatigabilité. Donc, effectivement, le tape, je le pose en permanence. Alors, sur les compétitions de CrossFit, je colle le tape, parce qu'ils arrivent tous dégoulinants de transpiration. Donc, on colle le tape pour vraiment que ça tienne. Et les athlètes, généralement, et ce qui est rigolo, parce que j'allais y venir juste après, certains athlètes, avant les compétitions, arrivent avec du tape posé par leurs soins et en ayant toujours mal. Et ça nous est arrivé sur une compétition Best of the Box il y a 2 ans.
La nana arrive avec des douleurs à l'épaule, avec son tape. Je lui dis, c'est très bien. Qui est-ce qui t'a posé ton tape? C'est ton kiné, c'est ton podo, c'est ton ostéo? Fait, non, non, j'ai regardé un tuto YouTube. OK. Et ça va mieux? Non, je ne vois pas de différence. OK. Donc ça, c'est un des biais du tape, mais ça, c'est autre chose. D'accord? Je lui ai reposé le tape. C'est même pas moi qui lui ai reposé le tape, d'ailleurs. C'était ma collègue qui était là. Elle est revenue à la fin de la compétition. Elle nous a dit merci parce que j'ai eu moins mal. Okay, parce qu'une fois que le tape est posé correctement, déjà, ça agit mieux. C'est mieux qu'un tuto YouTube, des connaissances. Et donc, voilà, ça maintient, ça draine, ça limite la douleur. Alors, ça ne va pas empêcher que s'il y a une lésion, la lésion, elle est là, il va falloir un peu de repos. D'accord? Mais ça, on y vient juste après. Et la notion de douleur chez le crossfitter, c'est très paradoxal. D'accord? Sur toutes les compétitions où j'ai pu aller, alors la première année, on n'était pas connus au niveau des compètes, donc les crossfitters ne venaient pas nous voir. La deuxième année, les crossfitters venaient nous voir avant de commencer la compétition en disant, voilà, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. OK. Et moi, la réponse que je leur donnais, mais pourquoi tu viens si tu as mal? En fait, la question est mal posée. Alors effectivement, les athlètes arrivent blessés, mais que veut dire blessé pour un crossfitter? La douleur, c'est toujours très subjectif. Quand vous voyez le diagramme qui est devant vous, d'accord, avez-vous continué le crossfit même blessé? La réponse est à quasiment 70% oui. Okay, donc, l'adaptation des mouvements au crossfit fait qu'on ne sollicite pas tous les jours la même chose. Et lorsqu'on la sollicite, on peut adapter. Et lorsqu'on adapte nos mouvements, on a moins mal. Okay, donc, c'est aussi à nous de dire à nos patients, bah, là, tu ne peux pas faire parce que ce n'est pas possible. Tu vas te flinguer au fur et à mesure. Et oui, tu n'as peut-être pas trop mal aujourd'hui, mais au fur et à mesure, ça va se déglinguer. Et je parle en connaissance de cause, puisque la dernière fois, j'ai fait une qualification aux Open et il y avait des dumbbell snatch à 22 kg et la séance d'avant, je me suis fait mal à l'épaule. Premier WOD ou deuxième WOD, dumbbell snatch à 22. J'ai dégusté, mais ma douleur est restée là pendant à peu près 5 mois. J'ai continué à faire du crossfit, sauf qu'à un moment donné, quand je voyais qu'il y avait des choses au niveau des épaules, bah, je ne les faisais pas ou je les faisais avec des choses adaptées. Okay, donc, c'est un petit peu particulier. Donc, il faut bien prendre en conscience que le crossfitter se blesse très régulièrement, qu'il ne va pas forcément consulter, parce que lui, il veut avoir une continuité dans sa programmation et dans ses compétitions. Donc, il est fréquemment blessé. Okay, là où je voulais en venir tout à l'heure, et la question, je vais y répondre par rapport à notre confrère kiné. Le problème des crossfitters en kiné, c'est que la kiné, c'est 10, 15, 20 séances pour une prise en charge. On est d'accord? Alors, ça peut être moins. Maintenant, c'est le kiné qui décide un petit peu comment il faut que ça se passe par rapport à la pathologie. Le problème des crossfitters, c'est qu'ils n'ont pas de temps. Ils veulent que tout soit fait comme ça. Donc, ils vont voir l'ostéo parce qu'ils se disent que l'ostéo, crac, crac, boum, et puis c'est fini, c'est passé. Non, l'ostéo, c'est pas ça. Ils vont voir le podo parce qu'ils font un bilan et puis des semelles, et puis ils sont pas contents parce qu'une semaine après, ils ont encore mal. Donc, oui, un kiné aurait pu être intéressant, aurait pu avoir un discours très, très sympa. Et le boulot des kinés est super intéressant et super important, mais c'est la mentalité CrossFit qu'il faut un petit peu modifier. D'accord? Donc, voilà. Pour moi, comment ça se fait que les athlètes arrivent tous blessés? Ça, c'est un point important. Alors, on a plusieurs hypothèses. C'est la place du coach. La place du coach, pour moi, dans la blessure du crossfit, elle est prépondérante. C'est-à-dire que, comme dans tous les métiers, il y a des bons, il y a des moins bons. Il y a des bons podos, il y a des moins bons podos. Il y a des bons kinés, il y a des moins bons kinés. Il y a des mauvais ostéos, il y a des bons ostéos. Un bon podo, c'est quelqu'un qui se forme, qui se remet en cause, qui est ouvert, qui fait évoluer sa connaissance. Donc, des podos qui ne se forment pas, pour moi, je ne comprends pas. Un coach qui ne se forme pas, je ne comprends pas. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un coach qui se forme. Donc, on est sur la même longueur d'onde tout le temps. Et je pense que le pourcentage gauche-droite, c'est 80-20. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui se forment et qui veulent progresser et qui connaissent leurs athlètes. D'accord ? Donc, la place du coach au niveau des blessures est super importante. Nous, dans nos courriers, quand on prend en charge un patient, on peut envoyer une lettre au médecin. Ouais, j'ai pris en charge votre patient. Mais qui est-ce qui va voir l'athlète le plus fréquemment? C'est le coach. Donc, la place du coach est ultra importante. Il faut pouvoir discuter avec le coach, voir ce que nous, on a vu, comment on voit la chose, et lui, il faut qu'il nous donne son retour. S'il est ouvert, c'est plus facile, d'accord? Mais il faut qu'on lui donne notre avis.
et le mailing ou un envoi de courrier pour le coach est super important. D'accord? Donc, la place du coach, c'est un intervenant au même titre que nous. Voilà, ça, c'est toutes les blessures que j'ai pu répertorier un petit peu. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Et quand vous voyez tout ça, vous dites, bah ouais, en fait, c'est des sportifs normaux. Il n'y a pas plus, comme vous voyez l'épidémiologie, l'infographie tout à l'heure, que je vous mettais les pourcentages, il n'y en a pas plus en bas qu'en haut. Il y en a peut-être un peu plus au niveau lombaire, mais effectivement, ça ne vient pas forcément du CrossFit. C'est peut-être qu'il y a autre chose en amont. Il y a un point important, si on va sur les compétitions, c'est la rhabdomyolyse. Il faut y faire très attention. D'accord. Et je voulais juste refaire un petit point sur, alors j'ai dû le noter par là, non, je ne l'ai pas noté, c'est sur, oui, les rachalgies, sur les hernies. Alors parfois on nous dit, ouais, le CrossFit, ça développe les hernies. Alors pour moi, on est perclus d'hernies. Je pense que 75% de la population mondiale a des hernies, et je ne pense pas que ce soit le CrossFit qui se fasse flamber ça. Je pense que c'est des malpositions dans la vie de tous les jours, parce que les crossfitters qui vont dans les box de CrossFit 1 heure par semaine, ou 2 heures par semaine, ou 7 heures par semaine, ce n'est pas la majeure partie de leur temps où ils font des mouvements. On se blesse plus facilement en tondant sa pelouse, en démarrant sa tondeuse, ou en portant une charge lourde sans se positionner correctement, où là, on va se blesser, qu'au CrossFit, où là, le coach nous surveille et nous dit, toi, tu n'es pas bien placé. Refais ton mouvement ou ne le fais même pas, quoi. D'accord? Voilà. Donc, voilà, c'est toutes les pathologies qu'on a pu voir. Je ne vais pas les développer toutes, parce que ça prend 2 jours. Donc voilà. Pareil, dans l'étude que j'ai faite, j'ai demandé les chaussures qui étaient utilisées. Donc, on voit qu'il y a deux gros camemberts. On voit les Metcon, donc c'est les Nike. Les Nano, c'est les Reebok. Donc, 33% pour les Metcon, 39% 39 pour les Reebok. Et les autres, il y a des running, il y a des chaussures de fitness, donc ce n'est pas des chaussures adaptées pour le CrossFit. Donc, effectivement, là, il faut faire attention aux chaussures. Je vous ai mis quelques chaussures en exemple. Ça, ce sont mes chaussures. Alors, elles ne sont pas toutes les plus récentes. Les Nano, maintenant, on est à la Nano 10, donc c'est devenu un business aussi, parce que chaque année, c'est comme Apple, ils sortent un modèle. Donc, on ne peut pas en acheter 36. Mais par exemple, là, pour ceux qui connaissent un petit peu les préférences motrices, on peut partir sur un curseur de la motricité, d'accord, avec, on va dire, les chaussures pour les plus aériens à gauche et les chaussures pour les moins aériens, jusqu'à l'avant-dernière, jusqu'à la Metcon, pour les plus terriens à droite, d'accord. La chaussure de droite, c'est une chaussure d'haltéro. Je ne pouvais pas passer à côté parce qu'effectivement, lorsqu'on fait d'haltéro, on peut porter des chaussures comme ça. La grosse différence, c'est qu'il n'y a aucune flexibilité, c'est très peu dynamique. Il y a un gros drop, c'est super costaud parce qu'il faut qu'il y ait un ancrage au sol qui soit très important. Alors, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Si on fait de l'haltéro pur, si on fait une séance d'haltéro, oui, c'est intéressant d'avoir des chaussures d'haltéro. Si on fait des WOD, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des chaussures d'haltéro parce que s'il y a du rameur, s'il y a de la course pendant le WOD, vous ne pouvez pas courir avec des chaussures d'haltéro, ce n'est pas possible. D'accord ? S'il y a des box jumps, c'est pareil, on ne peut pas. Donc, c'est des chaussures qui sont spécifiques à un WOD particulier d'haltéro. Voilà. Toutes les chaussures sont avec un drop relativement faible. Donc, voilà. Après, porter les chaussures d'haltéro, c'est sympa, mais il faut connaître la mobilité de cheville. Donc là, il y a différents tests. Il y a le Y-Balance Test, le test de pop à voir. Ça, c'est des tests qui sont assez faciles à faire. Là. Kevin Sesmaker s'amusait à faire le Y-Balance Test avec ses poids hier à 22h. Il m'a envoyé la vidéo. Donc voilà, c'est un gars qui arrive à tirer avec des chaussures d'haltéro. Il ne se passe pas un peu pour un extraterrestre, mais voilà, il a une mobilité de cheville qui est extraordinaire. Donc pour moi, c'est vraiment très important. Je vous ai mis ça, même si effectivement on est bien d'accord que les chaussures d'haltéro ne font pas 4 cm de drop. C'est pour vous montrer que effectivement, il y a une modification de l'amplitude articulaire au niveau de la tibio-tarsienne. Et effectivement, ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément de mobilité de cheville d'adopter les chaussures d'haltéro en WOD. Pareil, c'est pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors effectivement, on aura plus de flexion. Il faut savoir qu'en squat, en CrossFit, il faut casser la parallèle entre le fémur et le tibia, enfin la perpendiculaire entre le fémur et le tibia pour que la répétition soit validée. Donc effectivement, il faut parfois avoir une petite aide. Je vous ai mis ces dias-là, qui n'ont rien à voir avec le CrossFit, mais cependant, on va aborder un petit peu les préférences motrices. Donc voilà, la technicité du CrossFit est indéniable.
je ne le remets pas en cause. C'est important de comprendre la technicité de chaque mouvement. L'haltéro, c'est un sport excessivement technique. D'accord ? Cependant, moi, j'aimerais savoir, par rapport à toutes les images que vous avez, lequel est le meilleur dans la même discipline. On voit Federer et Nadal, Ronaldo, Messi, Wilkinson, Dan Carter. Lequel est le meilleur dans chaque activité? Je ne pense pas qu'il y en ait un des deux qui soit le meilleur. D'accord ? On est tous d'accord pour dire que c'est des pointures dans leur domaine de compétences. Pourtant, ils ont chacun leur technique. Et ça passe par leurs préférences. Okay ? Donc, les préférences motrices, c'est la façon que notre corps a, depuis tout petit, à appréhender les mouvements. Okay ? Et donc, je ne vois pas pourquoi, dans certains sports, on verrait des différences, et dans le crossfit ou dans le terreau, on ne verrait pas de différence. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est Volodalen ou Action Type. On va parler de terrien ou d'aérien. Okay ? L'aérien bouge par le haut, il se prépare pour aller vers l'avant, et le terrien se bouge par le bas. D'accord ? C'est une pompe, hein, il vient emmagasiner vers l'arrière pour pousser vers l'avant. Et l'aérien, c'est plutôt un élastique. Okay ? Donc, il va y avoir des chaînes musculaires qui ne vont pas être les mêmes. Donc, dans le crossfit, il y a des mouvements qui ne vont pas pouvoir être les mêmes. Et on va parler de grandes boucles ou de petites boucles selon les formations qu'on a pu voir. Mais en fonction de la fatigabilité qu'on va avoir, on va repasser dans sa boucle la plus forte. Et parfois, ça ne plaît pas aux techniciens. D'accord ? Je vous rappelle quand même que Bolt, pour les techniciens, les puristes de l'athlète, il ne sait pas courir. Okay ? Mais pourtant, il a quand même quelques records à son actif. Alors, les chaînes GDS ou Myers, alors Myers, ce n'est pas tout à fait celle-ci, mais on voit bien qu'un terrien va avoir sa chaîne de pronation beaucoup plus forte, en rotation interne, pronation plus forte, et un aérien va avoir sa chaîne de rotation externe, supination, extension beaucoup plus forte, et un terrien va avoir sa chaîne de pronation, rotation interne, flexion beaucoup plus forte. Donc, dans tous les mouvements d'haltérophilie, de crossfit en général, on va avoir, quand on va être un petit peu dans le dur, on va revenir un petit peu sur ces chaînes fortes, parce que c'est là où on sera le mieux. Okay ? Et du coup, voilà, qui squatte le mieux parmi tous ces athlètes ? Voilà, on voit que la position des genoux n'est pas du tout la même, que l'écartement des pieds, l'orientation des pieds n'est pas la même. Et pourtant, c'est tous des athlètes de très haut niveau. Okay ? Là, quand on voit Rich Froning ici, avec son écartement à droite, son ouverture à droite, qui est beaucoup plus importante, son léger décalage en bas à droite, quand on voit Matt Fraser avec ses genoux un peu plus resserrés, sa tête un petit peu plus haute, ses épaules plus basses, voilà. Et quand on voit cet haltérophile avec ses genoux complètement en rotation interne, le mec, alors les poids rouges, hein, c'est des poids de 25, donc vous faites le calcul, il n'est pas ridicule, 174 kg, je crois, hein, voilà, c'est derrière. Donc voilà, c'est sa façon de faire. Donc il faut prendre ça aussi en considération, et ça, c'est le coach qui va pouvoir le faire. Alors c'est sûr que si vous dites à votre patient, tu dois fonctionner comme ça, parce que c'est comme ça que tu es conçu, sans en parler avec le coach, là, ça va tiquer et le coach, il va dire, mais il n'y connaît rien. Et inversement. Okay ? Donc, il faut avoir cette relation coach-praticien qui est importante pour que le patient, il aille bien. Hein. C'est toujours pareil. Dernier point, on va faire le parallèle avec le crossfit et la posturologie, parce que ça me parle quand même beaucoup. Les muscles qu'on peut... Alors, dans les box de crossfit, on dit, ouais, il faut gainer pour être bien. D'accord ? Effectivement, il faut gainer. Mais qu'est-ce qu'on gaine ? Quel est les muscles qui sont les plus importants pour pouvoir gainer et avoir un rachis qui soit vraiment stable ? Ce n'est pas forcément les abdominaux. Les abdominaux, ils interviennent conjointement à un autre muscle qui est situé un tout petit peu plus bas dans le bassin, qui s'appelle le releveur de l'anus. Donc, en gros, ce n'est pas compliqué. Vous faites stop pipi, et c'est ce muscle-là qui fait qu'on est stable. Et quand on contracte les abdos, on le contracte automatiquement, mais c'est d'abord le releveur de l'anus qu'on contracte et les abdos ensuite. D'accord ? Donc, c'est le plancher pelvien qui est le plus important pour la stabilité du bassin. Le plancher pelvien. Les fuites urinaires au niveau des haltérophiles, ça existe. Okay ? Donc, c'est le plancher pelvien. C'est un manque de tonus au niveau du diaphragme pelvien. Donc, c'est un muscle qu'il faut solliciter en permanence. Et donc là, certains coachs parlent d'oblique opener, et ça, c'est top parce que ça fait renforcer la structure. On oublie aussi parfois de faire du renforcement de structure. Alors, de plus en plus de coachs le font maintenant parce qu'ils en ont conscience, ils se forment. Et ça, c'est ça qui est génial. C'est que ça évolue tellement vite que voilà. Il y en a qui sont un petit peu à la traîne, mais c'est comme dans tous les domaines. Hein, voilà. Et je ne dis pas que je suis en avance, et parfois je suis plutôt en retard, mais j'essaie de prendre le train quand il passe. Un dernier point qui me paraît être super important dans la prise en charge du crossfitter,
c'est cet item, c'est-à-dire quel est l'organe le plus volumineux de notre corps? Ça, c'est la question que je vous pose avec ces deux photos-là. Voilà. Quel est l'organe le plus volumineux de notre corps? Voilà. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des réponses. Je vous la donne parce qu'il faut quand même avancer. C'est notre peau. L'organe le plus volumineux de notre corps, c'est notre peau. Et lorsque vous regardez des crossfitters, il y en a beaucoup qui sont tatoués, il y en a beaucoup qui sont piercés. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération. On sait qu'un piercing ou un tatouage est une cicatrice sur notre peau. Une cicatrice peut être une zone parasite et avoir une incidence sur le tonus postural, tonus musculaire important. D'accord? Donc c'est à prendre en considération. J'ai une athlète qui venait, pour ne pas la citer, elle était coach gym en Belgique, et douleur de dos récurrente. Son ostéo, la première fois, lui avait dit « Ouais, mais tu as un piercing, ça serait bien de l'enlever. » Elle n'a pas écouté. Alors, on lui a fait des tests, là je l'ai revu, et je ne dis pas que c'est moi qui lui ai fait changer d'avis, c'est peut-être les tests qui lui ont fait changer d'avis, mais le fait de lui avoir fait comprendre et fait voir les tests, elle a enlevé le piercing, elle n'a plus de douleur au dos. D'accord? Donc, il faut prendre en considération que se mettre un clou dans la peau, quel que soit l'endroit, okay, que ça soit dans la langue, dans le nombril, sur l'arcade sourcilière, on n'est pas des taureaux non plus. D'accord? Et effectivement, un clou dans notre peau, bah, ce n'est pas fait pour. Okay, ça, il faut bien le prendre en considération. Et j'ai rien contre les gens qui sont percés, hein, mais il faut bien prendre en considération que parfois un piercing, ça peut être parasite et il faut le traiter. Donc, c'est traiter la zone, l'intégrer, l'amasser. Voilà. Il faut que nous, en tant que professionnels de santé, on puisse orienter notre patient. Eh bien, je pense avoir fait le tour. J'avais un peu de pression parce que c'était quand même apparemment un des derniers lives, je crois. Gauthier, si tu es là, voilà, je remercie un petit peu tout le monde. Ma box de CrossFit, et bien évidemment Loïc, et puis tous ceux qui m'ont donné la possibilité d'aller sur les compètes, avec Nels, Xavier, Timothée, Pierre, et puis voilà. Et puis la communauté. Ta famille, tes parents, sans qui tu ne serais pas là, tout ça. Exactement. Regarde. Non, par contre, il y a quelques petites questions pour toi qui sont pas mal. Je te les fais remonter. Une question, et je le salue d'ailleurs même en live, de Mathieu Toulza, qui, je te laisse lire la question en même temps. Si tu as des stats sur la survenue des blessures, plutôt en début, plutôt en fin. Je grandis parce que voilà. Je t'en prie. Les stats sur le moment de la venue des blessures. Non, j'ai pas de stats. J'ai pas de stats. Et est-ce que, à tout hasard, tu aurais des observations là-dessus? Est-ce que tu as vu justement en compétition des athlètes qui avaient tendance plutôt à se blesser au départ, plutôt en fin, dû à avec le mouvement qui se dégrade, ou au contraire à cause des facteurs nerveux au départ? Alors, ça dépend des moments. C'est-à-dire que s'il y a des blessures qui arrivent en début, c'est déjà arrivé. Généralement, ça vient d'un mauvais échauffement et d'une mauvaise montée en température d'un point de vue nerveux ou musculaire, avec un WOD, puisqu'on ne connaît pas le WOD. Avant même de commencer une compétition, on ne connaît pas le WOD. Donc, c'est une mauvaise préparation pour un WOD qu'on ne connaissait pas. Donc, ça va peut-être… là, je me souviens au Fitest Cup l'année dernière, ça avait plombé un petit peu, parce qu'il y avait… alors, je ne me souviens plus du nom du WOD, mais ils étaient tous en gilet lesté, et ça les avait un peu plombés, ça les avait mis dans le dur tout de suite. Et il y avait eu des blessures directement sur le deuxième, parce que ça avait pompé énormément d'un point de vue énergétique et nerveux. Après, si les blessures, elles viennent, on va dire quand même de façon préférentielle au fur et à mesure de la compétition. En fin de première journée, généralement, alors là, c'est la queue leu devant le stand. Mais voilà, c'est pas forcément des grosses blessures. C'est plutôt… En fait, le crossfitter est très ouvert à toutes les approches pour aller bien. D'accord? Donc, vous voyez, il y a les balles, il y a les rouleaux, il y a les électrodes, les ventouses. Le crossfitter est vraiment très ouvert et essaye de se prendre en charge directement. Donc, entre chaque WOD, il va faire du rouleau, il va faire de la balle lacrosse pour masser les points un petit peu douloureux. Mais au fur et à mesure, effectivement, des compétitions, les pathologies deviennent de plus en plus invalidantes par la fatigue, par le nerveux qui commence à lâcher, parce que soulever des charges lourdes, il faut quand même envoyer derrière. Donc, non, je n'ai pas de réponse vraiment pour Mathieu. Effectivement, je pense que… Ça pourrait être intéressant justement à aller chercher. Effectivement, ouais. C'est mauvais échauffement au début, et puis voilà, à la fin, c'est la fatigue qui
qui rentre en ligne de compte, quoi. Impec. Bon, il y a eu pas mal de retours, pas mal de questions. Je te laisserai aussi aller jeter un coup d'œil, Alex, à la fin de ce live pour que tu puisses aller y répondre aussi. J'ai déjà essayé de répondre à pas mal de choses en même temps. Allez, petite dernière question. Une question de Sandra, là, tu préfères conseiller des exercices de mobilité avant ou après les WOD? Et je vais juste surenchérir sur un point. La mobilité, c'est tout le temps. D'accord? Et principalement à distance des WOD. D'accord? Ça, pour moi, la mobilité, c'est vraiment indispensable. Si on n'est pas mobile, si on n'est pas souple, c'est compliqué de faire du CrossFit. Et c'est là que les blessures vont arriver, parce que faire des overhead avec une mobilité d'épaule qui est limitée ou une mobilité cheville qui est limitée, c'est compliqué. Et ça ne se travaille pas. C'est comme si tu as un contrôle. Si tu travailles 2 heures avant, ça ne va pas le faire. La mobilité, c'est long à mettre en place. Donc, effectivement. Après, juste un point sur les étirements. Les étirements, pour moi, alors il y a différentes études, mais lorsqu'on avait été au cours à Dijon, hein, tu me retoques, Gauthier, si je me trompe ou si je m'emballe, l'étude montrait que les étirements avant ne servaient à rien, les étirements après ne servaient à rien. Par contre, les étirements à distance et sur le long terme servaient beaucoup. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment à distance, les étirements pour moi. Faire des étirements juste après un effort aussi violent que le CrossFit, c'est pas logique, hein. Les muscles sont gorgés de sang et on va étirer sur des muscles qui sont relativement laxes, on va dire, ou plus mobiles. Donc, au risque de créer des micro-lésions. Voilà. Donc, voilà. Les étirements, c'est plutôt à distance. Et la mobilité, c'est tout le temps, mais toujours à distance aussi. Donc, voilà. Alors, j'avais une autre petite question aussi de… Ah là, il est là. Jérémy Poncelet. Je viens de l'avoir. Je te la fais apparaître. Que penses-tu du fait que… voilà, je te laisse la lire. Aucun mouvement de rotation dans le plan horizontal. Alors, il n'y a pas de mouvement purement dans le plan horizontal. On sait que le mouvement le plus lésionnel pour le rachis, c'est l'extension-rotation. D'accord? Tous les lumbagos au sens large du terme, j'aime pas ce nom-là, mais tous les blocages articulaires qu'on peut retrouver au niveau lombaire ou sacro-iliaque, c'est des mouvements de rotation et d'extension, c'est-à-dire le mécanisme de démarrer sa tondeuse. Voilà. Là, c'est vraiment le mécanisme le pire qui existe pour les disques et pour les vertèbres. Donc, effectivement, il n'y a pas forcément de rotation au niveau du CrossFit. Maintenant, il y a des mouvements qui demandent une mobilité, comme le Turkish Get-Up, où on part d'une position allongée, on va lever un bras avec une charge en l'air, on va se retrouver sur un pied au sol, un genou au sol. Donc, on va avoir des composantes de semi-rotation, semi-flexion. Mais effectivement, il faut privilégier, je reviens sur ça, mais sur le gainage du plancher pelvien, parce que c'est ça qui fait qu'on est performant et qu'il n'y aura pas de lésion. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Cependant, un point qui me paraît important, hein, maintenant, au WOD, sur les Open, ils demandent à ce qu'il y ait de plus en plus de dumbbells. C'est-à-dire que c'est des poids qui sont unilatéraux, avec un poids d'un seul côté. Et ça, c'est assez nouveau, parce qu'avant, ça demande une structure d'un hémicorps par rapport à l'autre, qui fait que parfois, on peut avoir des composantes et des adaptations en rotation, justement. Mais ce n'est pas des rotations de 45 degrés, on est bien d'accord. Impeccable. Après, je te laisserai répondre. Je te laisserai regarder un petit peu dans les questions. Il y a notamment, je te laisserai répondre justement sur ta technique personnelle pour les semelles, pour les Metcon notamment. Ouais, je suis d'accord avec Ino, la composante, les différents étirements. On en avait déjà parlé avec toi, les étirements dynamiques. Oui, il y en a un paquet. On pourrait faire tout un week-end aussi là-dessus. Donc voilà, on va pas s'étendre sur le sujet aujourd'hui, mais effectivement, oui, les étirements, on peut pas en parler comme entité en tant que telle, parce on peut faire plein de choses. Ouais. Il est temps pour nous, en fait, juste, on reviendra sur les questions, on essaiera de répondre aux questions un maximum possible à l'issue de ce live, promis. Là, on voulait juste terminer, en fait. Je vais faire apparaître 2 de mes collègues qui tenaient à être là. Hop. Tac. Et en plus de ça, même Clem, il est même passé chez le coiffeur. Voilà. Donc normalement,
Alors, On voit plus clair. on voit plus Clem. Pourquoi on voit plus Clem? Et on te voit 2 fois. Ouais, bah, pourquoi on voit 2 fois? Attends, j'arrive. Tac. Je ne sais pas pourquoi on me voit 2 fois. Là. Est-ce que si je fais ça? Ah, d'accord. Si tu me contrôles en plus et que je ne sais pas ce que tu me fais, là, je vais me remettre, Clem, si tu le veux bien. Alors, donc voilà, bien Olivier aussi qui vient nous rejoindre. On attend juste Clément. En fait, on voulait juste terminer un petit peu tous ensemble. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, en début de ce live, il est temps pour nous de finir ces lives. Donc voilà, on a fini aujourd'hui. Ah, ça y est, Clément, il est là. Tac. Génialissime, ça y est, on a même Clément. Donc voilà, il est temps pour nous, en fait, comme j'avais commencé à vous le dire en début de live, on voulait terminer aujourd'hui. On a eu les déconfinements qui ont été programmés. Donc voilà, on va reprendre un peu tous nos activités. On reste un peu tous branchés avec Forfoot. On voulait en fait faire participer tous les acteurs. Là, on reste un petit peu tous les 4. Mais pour vous remercier tous de nous avoir suivis sur tous ces lives Forfoot depuis longtemps maintenant, depuis le début du confinement. On espère que vous avez apprécié les lives. On espère vraiment que vous avez pu passer votre confinement en notre compagnie. Je ne sais pas les gars si vous avez un petit mot à rajouter par rapport à tout ça, mais en tout cas, ça a été pour ma part que du pur bonheur de partager avec tous ces intervenants. Olive? Ouais, et d'ailleurs, merci Alex pour ta présentation, c'était cool. Merci à vous. Merci d'avoir pris du temps pour faire vivre un peu la page Forfoot Solutions. Merci à tout le monde, à tous ceux qui nous ont suivis pendant ce mois et demi. La semaine prochaine, on va essayer tous de remettre en ordre de marche nos cabinets pour reprendre l'activité le 11. Donc, je souhaite bon courage à tous les confrères podo, kinés, médecins, etc. qui nous écoutent. C'est pas gagné, notamment pour avoir ne serait-ce que le matos d'hygiène. Donc, écoutez, courage à vous tous. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a distillé des conférences de qualité, je pense, vu vos retours. Et puis, de toute façon, on se retrouvera sûrement bientôt en formation, soit avec Alex qui va proposer une formation CrossFit avec nous, Gauthier sur le renforcement musculaire, moi avec Clément où on parlera running. Et puis voilà, on va voir si d'ici là, comment évolue la situation sanitaire, mais peut-être que le 11 juin, on proposera une conférence pluridisciplinaire, médecin, kiné, chirurgien et podo sur la prise en charge du coureur et la remise et éviter les mauvais gestes pendant l'été. Donc on va voir comment ça se goupille en fonction de l'évolution sanitaire. Mais sinon, je pense que j'ai à peu près tout dit, tout ce que je peux. Merci à tous. Clément, un petit mot pour la fin. Ouais, vous avez tout dit. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi, parce qu'on a lancé ça un peu sur un coup de tête au début. On ne pensait pas qu'il y avait autant de monde à suivre le truc. Donc non, c'est cool. On a essayé de vous proposer des contenus variés. Nous, on a pris autant de plaisir à faire ça que vous à regarder, j'espère. Donc merci à tous et puis à bientôt. Sinon, il y a Mathieu Toulza qui vous propose de faire 10 burpees pour la fin pour rester dans le thème. On va les faire de notre côté, Matt, si tu veux. T'inquiète pas, on les fait après, sans problème. On les fait après et on les met en ligne aussi. En tout cas, merci à tout le monde. Et puis, on se revoit très, très vite lors de nos différentes interventions, si vous voulez bien. À bientôt tous, à tout le monde. Et puis, juste un mot. Ciao. Attends, juste un mot. Vous pouvez retrouver bien sûr nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. On les met toutes. Elles sont toutes en liste. Donc, vous pourrez toutes les regarder tranquillement après. Impec. Voilà. Merci encore, Alex. Merci, les gars. À très, très vite. Et puis, à très bientôt, je l'espère. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Merci à vous.